Alors, le propos d'aujourd'hui est un peu complexe. On m'a demandé, sur la base de la lecture d'un ouvrage qui était cité tout à l'heure, Monde pluriel, de parler de la pluralité disciplinaire, de l'interdisciplinarité, de ce qu'elle fait à nos objets en tant que sociologue, anthropologue, historien, etc. Et cet ouvrage, Monde pluriel, est une réflexion sur la situation contemporaine de ces disciplines et sur les objets que nous construisons quand nous sommes sociologues, historiens, anthropologues. Alors, ce livre part déjà d'un premier constat. C'est le sentiment d'éparpillement des travaux des sciences humaines et sociales qui est le produit d'une très grande division du travail scientifique, tout d'abord en disciplines séparées, avec des sciences du psychisme, des sciences du langage, des sciences de la société, des sciences de l'économie, des sciences du politique, etc. Et à l'intérieur de chaque discipline, vous retrouvez encore un principe de dispersion avec des secteurs spécialisés. Nous avons en sociologie, pour ne retenir qu'une discipline, la sociologie de l'éducation, la sociologie de la famille, de la culture, du travail, du sport, etc., etc. Inutile de dire que la plupart des collègues sociologues ne lisent que très peu les personnes des autres disciplines. Mais inutile de dire aussi qu'à l'intérieur même de la sociologie, les sociologues de la culture lisent très peu les sociologues du travail, et inversement. Donc la situation me paraît très grave. Et c'est de cette situation-là que je voudrais parler aujourd'hui. Une telle hyperspécialisation scientifique qui amène des chercheurs différents à étudier séparément chaque domaine de pratique, chaque secteur de la vie sociale, et à formuler des théories partielles de l'acteur, ne fait finalement qu'accompagner aveuglément le long processus historique de différenciation des activités ou de la division du travail, si on préfère ce terme-là. Pris dans ce mouvement de différenciation qui caractérise les sociétés modernes, les savants sont de moins en moins en mesure d'en étudier les effets. Comment pouvoir dessiner une vue d'ensemble du monde social lorsque tout pousse chaque catégorie de chercheurs à garder, comme on dit, le nez collé sur le fonctionnement de petites parcelles de ce monde? Comment conserver une conception complexe des individus en société lorsque les découpages disciplinaires d'abord, les spécialisations internes ensuite, contraignent les chercheurs à travailler sur des dimensions à chaque fois spécifiques des pratiques individuelles et collectives? Comment maintenir un haut niveau de créativité scientifique lorsqu'une conception étroite du professionnalisme conduit insensiblement vers une spécialisation et même une hyper-spécialisation des chercheurs? Répondre à l'ensemble de ces questions, c'est prendre à bras le corps les enjeux et les défis des sciences humaines et sociales contemporaines, en essayant de renouer avec les grandes ambitions scientifiques originelles, celles d'auteurs comme Émile Durkheim ou Max Weber, par exemple, tout en évitant la régression vers les formes qu'on peut dire empiriquement un peu paresseuses et parfois théoriquement prétentieuses de pensée de la totalité ou de la complexité.
Ce n'est pas en répétant que tout est complexe et qu'il faut penser la totalité qu'on va avancer beaucoup. Bon. Nous avons fait le deuil, à juste titre, collectivement, de la grande théorie sociale, de la grande théorie générale du monde social. Mais ça n'implique pas l'abandon de tout programme scientifique ambitieux. Relever le défi d'une telle ambition exige cependant de proposer des réponses adaptées à l'état problématique des sciences humaines et sociales existantes. Il faut notamment admettre que le programme scientifique en question ne puisse jamais donner lieu qu'à des accomplissements empiriques le plus souvent imparfaits, partiels, mais les différents travaux empiriques existants n'ont pas le même sens selon qu'ils sont présentés comme des travaux parfaits et complets ou qu'ils sont conçus et lus comme des réalisations particulières de telle ou telle partie d'un programme scientifique général. Ce programme qui répond au fond à la question de savoir pourquoi les individus agissent comme ils agissent, pensent comme ils pensent et sentent comme ils sentent. Vous aurez peut-être entendu une formule de Durkheim dans ces mots. Donc ce programme peut se résumer en une formule scientifique assez simple. Si je trouve le bon bouton, je vous la montre. Passé incorporé plus contexte d'action présent égale pratique. Bon. Cette formule condense l'intention de recherche consistant à penser les pratiques humaines au croisement des dispositions et compétences incorporées par les hommes d'un côté et du contexte toujours spécifique de leur action. Or, on constate malheureusement que le sentiment d'éparpillement des travaux des sciences humaines et sociales est amplifié par la désarticulation de cette formule dont on n'étudie plus que des parties en prétendant atteindre l'explication la plus complète. Comprendre pourquoi des individus particuliers ou des groupes sociaux, petits ou grands, font ce qu'ils font, pensent ce qu'ils pensent, sentent ce qu'ils sentent. Voilà condensé en quelques mots l'ambitieux objectif des sciences humaines et sociales. Sociologie, histoire, anthropologie, géographie, etc. Cet objectif, il me semble que ces sciences l'atteignent d'autant plus précisément et avec d'autant plus de pertinence qu'elles saisissent les pratiques au croisement, d'une part, des propriétés sociales des acteurs et d'autre part, des propriétés sociales des contextes dans lesquels ils inscrivent leurs actions. Et si l'on veut pousser la réflexion théorique un peu plus loin et se donner les moyens de penser plus consciemment et plus systématiquement l'articulation entre les acteurs et les contextes, il est nécessaire de nommer et de décrire les directions de la recherche qui sous-tendent l'opération d'articulation en question. En l'occurrence, tout chercheur qui s'efforce, dans des recherches empiriques déterminées, d'atteindre une sorte de point d'équilibre explicatif entre, d'une part, l'étude des propriétés sociales incorporées des acteurs et, d'autre part, celle des propriétés sociales objectivées des contextes, combine inévitablement ce qu'on peut appeler un dispositionnalisme et un contextualisme. Je suis désolé pour ces mots un peu barbares, mais comme les scientifiques des sciences dures ne s'en privent pas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se faire ce genre de plaisir aussi quand on est en sciences humaines et sociales. Pour être précis, dispositionnalisme, contextualisme. Comprendre les pratiques ou les comportements par une reconstruction des types de dispositions mentales et comportementales incorporées dont sont porteurs les acteurs,
et qui sont le produit de l'intériorisation des expériences sociales passées, et d'autre part, des caractéristiques des contextes particuliers dans lesquels ils évoluent. Ces contextes, ça peut être la nature du groupe dans lequel on vit, de l'institution dans laquelle on agit, de la sphère d'activité qui est concernée par les pratiques étudiées, par le type d'interaction ou de relation qui définit le geste, l'action étudiée des individus. Eh bien, cette articulation est, à mon sens, la voie la plus rentable scientifiquement que les chercheurs sont en mesure de mettre en œuvre. Que les réalisations empiriques de ceux qui adhèrent à un tel programme soient toujours imparfaites et ne parviennent qu'exceptionnellement au point d'équilibre parfait, pour des raisons qui tiennent souvent autant à des questions prosaïques de temps limité de la recherche, d'accès restreint à certaines données empiriques ou d'obstacles sociaux divers dans la mise en œuvre des méthodes. Tout ça ne devrait pas remettre en cause la validité générale de ce modèle théorique dispositionnaliste, contextualiste. Dans tous les cas, cela ne justifie en rien le spectacle que nous donnent souvent à voir les communautés savantes, à savoir le découpage des différents éléments du problème à résoudre en autant de positions théoriques et parfois même disciplinaires, séparées, qui s'opposent les unes aux autres. Cet état de choses ne répond pas à des logiques intrinsèquement scientifiques, mais davantage à des logiques de concurrence et de nécessité d'exister distinctement ou distinctivement, et surtout de se distinguer de la manière la plus rapide et la plus nette possible de ses adversaires. Quand un camp théorique semble temporairement dominé, il ne faut pas attendre très longtemps avant de voir apparaître un camp opposé qui, plutôt que d'essayer de s'approprier les acquis des travaux réalisés, préfère revendiquer une position radicalement nouvelle. La radicalité étant la condition de la visibilité la plus nette dans l'espace scientifique, qui est un espace de concurrence, tous ceux qui visent plus à être visibles qu'à résoudre des problèmes scientifiques ont intérêt à un certain radicalisme théorique. Commencer par incorporer les acquis de travaux dont on souhaite par ailleurs se distinguer sur une série de points, c'est prendre le risque de ne pas être suffisamment remarqué et mis en lumière. C'est pour cela que nombre d'auteurs, comme on dit, tordent le bâton dans l'autre sens. C'est une expression qui revient beaucoup sous la plume des chercheurs français. J'ai tordu le bâton dans l'autre sens. Je ne sais pas s'il y a un usage semblable ici, mais c'est peut-être typiquement français. Et auquel cas, je m'en excuse. Donc les théoriciens disent « j'ai tordu le bâton dans l'autre sens ». Ce faisant, les intellectuels témoignent davantage de leur dépendance à l'égard de leurs concurrents que de leur souci d'aller vers un peu plus de vérité, de subtilité et de complexité. Et étant donné la manière dont fonctionnent nos univers scientifiques, je pense que l'avenir sera encore longtemps dominé par les gens qui tordent le bâton dans l'autre sens. Voilà. On n'est pas prêt d'arrêter ce genre d'excès dans la distinction par rapport à des travaux existants. Mais je reviens à l'essentiel. Pour résumer la démarche scientifique dispositionnaliste et contextualiste, on peut énoncer la formule suivante, ce qui est une variante de la première formule. Disposition plus contexte égale pratique.
Les pratiques considérées, qu'il s'agisse d'un choix alimentaire ou vestimentaire, sportif, politique, d'un comportement scolaire ou économique, sexuel ou culturel, professionnel ou familial. Ces pratiques, donc, ne se comprennent que si l'on étudie, d'une part, les contraintes contextuelles qui pèsent sur l'action, c'est-à-dire ce que le contexte exige ou sollicite de la part des acteurs, et d'autre part, les dispositions socialement constituées à partir desquelles les acteurs perçoivent et se représentent la situation et sur la base desquelles ils agissent dans cette situation. Dans une telle formule, on se rend compte que si les pratiques peuvent s'observer et s'enregistrer en tant que réalité présente, si les contextes d'action sont objectivables, comme on dit en sciences sociales, étudiables, ils s'observent et on peut en décrire les propriétés, en analyser les propriétés. Ces propriétés qui expliquent, par exemple, que le contexte scolaire n'est pas le contexte familial, que le contexte familial n'est pas le contexte sportif, etc. Bon, les acteurs ont affaire à des contextes, aux propriétés à chaque fois contraignantes et qui sont spécifiques. Mais donc, si vous avez observation des pratiques, si les contextes présents de l'action peuvent s'observer, en revanche, les dispositions, elles, ne s'observent pas. Ce qui fait dire à beaucoup de chercheurs, mais alors est-ce qu'elles existent ? Bon. Parce que ce concept de disposition, que l'on trouve chez Pierre Bourdieu par exemple, mais que l'on retrouve aussi bien chez Durkheim, chez Weber et chez de nombreux autres sociologues et anthropologues, avec beaucoup d'équivalents dont je parlerai tout à l'heure, ce concept renvoie à l'effet du passé. Comment nous avons été constitués ? La même formule peut donc être présentée de la manière suivante. Passé incorporé plus contexte présent égale pratique observable. Concernant la première partie de la formule, le passé incorporé, il s'agit de tout ce que l'acteur importe avec lui dans la scène d'action, de tout ce qu'il doit à l'ensemble des expériences qu'il a vécues et qui se sont cristallisées en lui sous la forme de capacité ou de disposition à agir, à sentir, à croire, à penser, plus ou moins forte et permanente. Les chercheurs qualifient les processus de fabrication des dispositions et des compétences de processus de socialisation des individus et parlent d'expériences socialisatrices lorsqu'ils veulent mettre l'accent sur ce que les contextes d'action vécus impriment comme changement, modification, transformation sur les acteurs. Ce passé incorporé n'est donc que l'effet de la fréquentation passée, plus ou moins précoce, plus ou moins durable, plus ou moins systématique, de divers contextes d'action, familial, scolaire, professionnel, religieux, politique, etc. On peut donc redéfinir la formule de la manière suivante. Les produits intériorisés de la fréquentation passée des contextes d'action, plus le contexte d'action présent, pour comprendre les pratiques observables. Dans cette formule, je réintègre la notion de contexte, parce que le passé incorporé n'est que l'effet de ce que les contextes du passé que nous avons vécu ont produit sur nous. Donc c'est toujours des contextes qui sont en jeu.
mais qui vivent sous la forme incorporée. Ça signifie que le contexte présent de l'action peut être considéré de deux points de vue différents. Soit vous le prenez à un moment donné du temps en tant que cadre qui déclenche des dispositions incorporées, soit vous le prenez en tant que cadre socialisateur des acteurs. C'est le lieu où se construisent les acteurs. Lorsque les acteurs en question sont des enfants, parce que quand je dis acteurs depuis le début de cette conférence, je suis sûr que vous pensiez à des adultes. Et vous avez tort. Les sociologues qui parlent de théorie de l'acteur pensent toujours à des gens déjà constitués. Ils sont déjà formés. Ils parlent des acteurs adultes comme s'ils n'avaient jamais été des enfants. C'est assez étrange. Bon. Si on pense à des acteurs donc, qui sont des enfants, qui sont des êtres sociaux comme les autres, on voit dans quelle mesure les contextes d'action sont aussi des contextes de socialisation, c'est-à-dire des cadres où se forment des compétences, des appétences ou des goûts, des habitudes mentales, comportementales. Les chercheurs en sciences sociales ont d'ailleurs rarement à l'esprit ces acteurs enfants, mais même lorsqu'il s'agit d'adolescents ou d'adultes, la fréquentation répétée de certains contextes d'action n'est jamais sans conséquences socialisatrices. On sait que les gens qui vont en prison, pendant une durée de quelques mois, quelques années, sont socialisés dans la prison. Ils apprennent des choses et ils transforment leur comportement à l'intérieur de la prison. Et quand ils en ressortent, ils n'effacent pas ce qu'ils ont vécu en prison. Ce qui rend difficile les programmes de réinsertion, parce que les habitudes étant prises à l'intérieur de cet univers, il est très difficile de changer la personne qui retrouve le contexte normal, hors prison, de vie sociale. Que les chercheurs parlent de disposition, d'habitude, d'inclination, parfois de penchant ou de tendance, de propension, de schème, d'éthos, d'habitus. Les chercheurs s'efforcent de tenir compte du fait scientifique évident, d'un point de vue sociologique comme neuroscientifique, que constitue l'incorporation par les êtres humains, des produits de leurs expériences sociales. L'homme est un animal social, au sens où il est biologiquement fait, préparé, avec le cerveau et le système nerveux dont il est doté, pour mémoriser, stocker, cristalliser les produits de ses expériences, qu'elles soient explicitement ou non tournées vers l'apprentissage de savoir. Il faut prendre très au sérieux l'intuition d'un neurobiologiste qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui était professeur au Collège de France, l'intuition selon laquelle les concepts dispositionnalistes, qui supposent que nos apprentissages ou nos expériences s'inscrivent sous la forme de traces plus ou moins durables dans le cerveau, permettent de faire le lien entre les neurosciences et les sciences humaines et sociales. Si les êtres humains n'étaient pas capables biologiquement de mémorisation, alors mémorisation au sens d'incorporation non consciente autant que de mémorisation par effort conscient, consciemment accompli. Donc si les humains n'étaient pas capables, biologiquement, si nous n'avions pas le cerveau permettant une mémorisation, les sciences humaines et sociales n'auraient besoin que d'un programme contextualiste et pourraient se contenter d'être des sciences des contextes sociaux. Nos conduites seraient explicables
dès lors que l'on serait en mesure de préciser les contextes dans lesquels nous agissons. Selon le type de conduite ou de pratique étudiée, selon le degré de précision visé, les chercheurs établiraient que le cadre de l'interaction ou le domaine de la pratique, la place dans l'organisation ou dans l'institution, la position dans le champ, pour parler comme Bourdieu, ou dans le sous-système social, détermine tous les comportements observables. Nous n'aurions pas besoin de décrire les dispositions, le passé incorporé des acteurs. S'il en allait ainsi, l'interprétation des sciences humaines et sociales serait infiniment moins complexe qu'elle n'est en réalité. Tout d'abord, des expériences sociales relativement analogues qui se répètent peuvent se cristalliser sous la forme de capacités ou de compétences à faire certaines choses. Les capacités ou les compétences ne sont que potentiellement mobilisables et ne sont réellement mobilisées par les acteurs que lorsque les situations l'exigent. Par exemple, les capacités à calculer mentalement, les compétences culinaires, les compétences de joueurs de bridge ou de danseurs de tango, les capacités à déchiffrer oralement un texte écrit ou à conduire une voiture. Toutes ces choses, toutes ces capacités sont des savoirs et des savoir-faire acquis, disponibles dans le patrimoine de compétences des individus, qui attendent les situations de leur utilisation. Si l'on s'entraîne régulièrement à jongler ou à faire du vélo, les capacités restent intactes et peuvent même s'améliorer ou se complexifier quand on passe, par exemple, d'un jonglage avec 2 balles à un jonglage avec 3 balles. Et les neurosciences permettent de montrer l'activité du cerveau quand on jongle, et on voit que ceux qui ont l'habitude de jongler ont déjà des trajets tracés qui leur facilitent l'exécution. Donc, quand les sociologues ou les anthropologues parlent d'incorporation du monde social, ça n'est pas qu'une métaphore. Nous avons les moyens aujourd'hui de savoir que ça s'inscrit dans le cerveau et que ça ne disparaît pas, même... Enfin, il y a une expression en France qui dit « quand on a appris à faire du vélo, ça ne s'oublie jamais ». Bon, je pense que ça s'oublie en partie, mais je pense que à partir du moment où il y a des habitudes qui ont été prises, même si on ne va pas se distinguer par une pratique très habile du vélo ou du jonglage, c'est quelque chose qui ne disparaît pas totalement. Le corps, et notamment le cerveau, garde en mémoire des pratiques du passé. Mais un abandon ou une baisse d'intensité de la pratique, évidemment, rend ces capacités plus incertaines, un peu moins vives. Tout ce qui s'incorpore ne prend pas toujours la forme de simples capacités ou de compétences. Lorsque ces expériences ont forgé chez l'acteur des habitudes particulières de comportement, d'action ou de réaction, celles-ci deviennent des dispositions, au sens où l'acteur est, de par son expérience passée, prédisposé à voir, à sentir, à agir d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Qui dit disposition dit alors propension ou tendance à croire, à penser, à voir, à sentir, à agir d'une certaine manière. La disposition fonctionne comme une anticipation pratique du cours des événements. Dans une présentation abrégée de son fameux traité de la nature humaine, le philosophe David Hume souligne l'importance de nos expériences qui, lorsqu'elles se répètent, créent des habitudes mentales et fonctionnent dans le cours de la pratique comme des anticipations pré-réflexives de phénomènes à venir. Hume prend ainsi l'exemple de l'interaction entre 2 boules de billard. La première, qui est en mouvement, vient heurter la seconde qui est immobile.
Sous l'effet du choc, elle se met à son tour en mouvement. Celui qui fait l'expérience répétée de ce genre de situation peut constater à chaque fois le même phénomène. Et il finit ainsi, dans des situations analogues, par anticiper les effets produits. Le choc, puis la mise en mouvement de la boule initialement au repos. Supposez, dit Hume, que je vois une boule se déplacer en ligne droite vers une autre, je conclus immédiatement qu'elles vont se heurter et que la seconde va entrer en mouvement. Pour Hume, c'est bien sur la base d'une expérience répétée qu'une disposition mentale s'est, par accoutumance, peu à peu formée. Et c'est cette disposition qui conduit l'individu percevant et agissant à projeter dans l'avenir le produit intériorisé de ses expériences passées. Il anticipe sur des actions qui n'ont pas encore eu lieu. Oups. Ah. J'ai sauté en fait tout à l'heure en appuyant. Je suis désolé. Voilà une phrase de Hume que j'ai citée tout à l'heure. Ce n'est donc pas la raison qui est le guide de la vie, mais l'accoutumance. Elle seule détermine l'esprit, dans tous les cas, à supposer que le futur sera conforme au passé. Hume nous livre ici le dispositionnalisme. Qu'est-ce que c'est que le dispositionnalisme ? Il suffit de remplacer les boules de billard, qui est l'exemple donné par Hume, par des situations sociales qui sont variables selon l'époque ou le groupe, pour prendre la mesure de l'importance d'une telle réflexion pour les sciences sociales. On pensera par exemple à la manière dont un individu, enfant ou adulte, est rendu sensible à certaines façons de parler, à certaines formes de relations sociales, à certains modes d'exercice de l'autorité, à certains modes de raisonnement ou à certains types de comportements ou d'attitudes moraux, culturels, esthétiques, politiques. Face à telle ou telle situation, l'acteur agit ou réagit en fonction de ce qu'il croit immédiatement reconnaître, des impératifs liés à cette situation ou se représente de la situation présente, et ce qu'il y fait ne se saisit qu'au croisement des propriétés de la situation en question et de ses propriétés incorporées. Donc l'agir présent est hanté par la mémoire involontaire de l'expérience passée. On croit voir du présent et en fait, c'est du passé qui agit dans le présent. Tendance à agir, manière de faire, croyance, schème de perception et de représentation, disposition et compétences, ne sont pas simplement des connaissances ou des grilles d'interprétation ou des visions du monde. Elles sont autant comportementales que mentales. Marcel Mauss, l'anthropologue, distinguait habitude pratique et habitude mentale. C'est aussi dans les gestes, dans nos manières d'être au monde, dans nos corps, dont il est question. Et c'est pour cette raison que le dispositionnalisme se distingue des conceptions qui, tout en tenant compte des processus d'intériorisation du monde social, vont réduire ces processus à l'apprentissage de connaissances et de signification. Je pense à la réduction opérée par les sciences cognitives depuis maintenant une petite vingtaine d'années, qui se concentrent sur des phénomènes cognitifs, et il n'y a pas que du cognitif dans nos actions et dans nos comportements. Dans toutes les sociétés humaines, il y a des groupes, des formes de vie et d'activités collectives, et des individus qui sont socialisés et agissent dans ces groupes ou ces formes de vie collectives. Dans toutes les sociétés humaines s'articulent des dispositions
et des contextes d'action, dont la nature varie selon le type de société et au sein même d'une société donnée. L'universalité d'une telle articulation n'est donc pas sans lien avec les capacités naturelles, biologiques de l'homme, avec ses capacités mnémoniques, avec le type de cerveau dont il dispose et qui le différencie d'autres animaux. Je fais ce lien-là parce que je pense que la sociologie doit composer aussi avec les savoirs que nous apprennent les sciences biologiques et les neurosciences. Nous ne sommes pas indépendants. Les acteurs sociaux sont des acteurs avec des capacités que nous fixent nos propriétés naturelles. Alors malheureusement, il y a l'oubli du passé dans beaucoup de recherches dans les sciences sociales, et notamment de ce passé incorporé des individus. La formule articulant passé incorporé et contexte présent d'action devrait jouer un rôle structurant dans ces sciences, et malgré l'évidence de ce passé incorporé, certaines théories de l'action font comme si les acteurs étaient sans passé, étaient d'une certaine façon amnésiques, entièrement malléables sous l'effet des contraintes qui pèsent sur les différents contextes d'action. Ces théories s'intéressent moins aux acteurs finalement qui agissent qu'à l'action en tant que telle, quelle que soit l'histoire des acteurs. Elles présupposent alors qu'il est possible de faire l'analyse du monde social sans passer par l'étude des acteurs. Soit que les acteurs sont des adultes définitivement constitués, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un adulte définitivement constitué, et je le dis sans plaisanterie, puisque j'ai des collègues qui travaillent sur les processus de vieillissement et les processus d'adaptation dans les maisons de retraite, etc. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la socialisation. Voilà. Et donc, tant qu'il y a de la socialisation, il y a de la transformation des êtres humains. On a toujours tendance à penser que les personnes âgées ne sont plus transformables. Elles ne cessent de se transformer, parfois dans la difficulté. Mais les nouveaux contextes dans lesquels les personnes qui ne sont pas autonomes, par exemple, sont obligées de vivre, sont encore des transformations sur ces personnes. Alors ces théories ou ces recherches qui ne tiennent pas compte du passé, eh bien, elles mettent à l'extérieur de la recherche l'étude des processus de socialisation, des processus de construction de la mémoire ou des mémoires, des habitudes mentales et comportementales. Je ne vais pas toutes les citer, mais une théorie qui domine très largement dans les sciences sociales, c'est dans l'économie, la théorie de l'homo economicus, un acteur présupposé rationnel, faisant des calculs en fonction de ses intérêts, faisant des choix, des décisions rationnelles. Évidemment, cet acteur n'existe pas. Les économistes les plus honnêtes le disent. L'homo economicus n'existe pas. Mais ce serait trop compliqué de tenir compte des vrais acteurs. Bon. Je pense que c'est un pari très risqué. Je pense que présupposer que les gens font des calculs sans savoir comment ils ont appris à calculer, c'est un problème. Je pense que faire comme s'ils avaient un système de préférence qui leur viendrait je ne sais d'où est un problème. Le système de préférence, ça se construit. Et il n'est pas le même selon les milieux sociaux, selon les époques, selon les sous-groupes, etc. Donc peut-être que nous avons besoin d'une théorie des acteurs et de leur passé incorporé, et peut-être que l'économie serait plus complexe si elle s'intéressait à ces acteurs-là, réels, historiquement attestés
observés. Alors évidemment, j'oublie de vous montrer les choses, donc ça c'était juste pour vous montrer qu'il y avait quelque chose qui était barré. Donc vous avez certains travaux ethnographiques, par exemple, où les chercheurs peuvent considérer qu'ils ont achevé leur travail d'analyse une fois qu'ils ont décrit précisément une situation ou le cours d'une action, ou bien, après avoir décrit, et dégagé quelque chose comme une régularité dans ce qu'ils ont observé. Mais ils butent alors, me semble-t-il, devant un fait incontournable, à savoir qu'on ne peut véritablement comprendre pourquoi les individus réagissent différemment, et parfois même contradictoirement, face aux mêmes stimuli extérieurs, au même contexte. Si l'on oublie que, étant caractérisés par des séries d'expériences passées différentes, ils entrent dans un contexte lourd de tout un passé incorporé, sédimenté en manière plus ou moins durable de voir, de sentir et d'agir. Même contexte, mais des individus qui n'ont pas la même histoire. On peut penser à tous les flux migratoires et à la présence dans un même contexte, dans les mêmes institutions, dans les mêmes lieux, de personnes qui ont des passés extrêmement différents, des codes culturels, des visions du monde, des systèmes de préférence extrêmement différents. Mais il y a aussi l'oubli des contextes. C'est plus rare, mais ça arrive. Si le passé incorporé est souvent dénié ou marginalisé, on peut insister tout aussi bien sur les dérives des dispositionnalistes, qui ne seraient que dispositionnalistes, qui tendent à négliger la spécificité et la variation des contextes d'action, avec tous les effets de transformation des comportements que cette variation implique. C'est le cas parfois de la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu, qui fait de l'habitus une sorte de principe de conservation et par conséquent de sélection des contextes fréquentés, de mise à l'abri de ce que Bourdieu appelle des crises dispositionnelles, en oubliant, dans le cas de Bourdieu, que tous les contextes ne sont pas toujours soumis au choix de l'individu ou au désir des acteurs, mais s'imposent à eux avec force, contrainte. Par exemple, l'univers scolaire. Beaucoup d'enfants sont en crise à l'intérieur de l'institution scolaire, mais l'institution scolaire est obligatoire. Donc ils crisent, mais il y a une crise dispositionnelle. Mais l'habitus ne peut pas se mettre à l'abri de ce genre de crise. Le cadre professionnel, qui est aussi le lieu de beaucoup de crises dispositionnelles, où on n'est jamais totalement satisfait de ce que le contexte professionnel nous permet de faire. Les institutions hospitalières, certaines situations politiques extrêmement contraignantes et qui n'ont pas été choisies par les acteurs, en tout cas pas par une majorité d'entre eux, les situations de domination coloniale, de guerre, d'emprisonnement. Je pourrais faire une très longue liste de contextes qui nous sont imposés sans que nous puissions les éviter. Donc l'habitus ne peut pas se préserver de toutes les crises. Il est obligé de faire avec des contextes contraignants. Bourdieu avait tendance de temps en temps à l'oublier, à faire comme si, une fois que l'habitus était constitué, il fonctionnait quel que soit le contexte. Non, il y a des contextes qui viennent bloquer l'expression d'un habitus. C'est aussi le cas de certaines variantes de la théorie psychanalytique, qui, centrées sur les expériences familiales de la prime enfance, font parfois de toute vie adulte l'histoire de l'éternel retour des schémas d'expérience
originellement construit dans la famille. Dans tous les cas, le poids ou le rôle du contexte est d'autant plus négligé qu'on le réduit à n'être plus qu'une surface d'actualisation des mêmes schémas mentaux et comportementaux. Le terrain où se rejouent en permanence les mêmes scènes, l'occasion d'un déploiement des mêmes logiques. Là encore, la formule scientifique se déséquilibre au profit, cette fois-ci, des expériences socialisatrices qui sont incorporées. On oublie que les contextes viennent contrarier la logique du passé incorporé. Donc tout se passe comme si tout était déjà joué pour les acteurs avant même qu'ils aient l'occasion d'entrer dans les différents contextes qui se présentent à eux. On présuppose alors ce que Bourdieu appelait la transférabilité des dispositions. Vous constituez dans votre famille des dispositions et elles vont se transférer dans tous les autres contextes. Ce concept est un concept psychologique au départ, ce qui prouve que Bourdieu était très interdisciplinaire lui aussi. Ça vient de Jean Piaget. La transférabilité des schèmes est une notion piagétienne. Mais le problème, c'est que tout ne se transfère pas, tout ne se transpose pas, et qu'il y a des contextes qui empêchent certaines transpositions ou certains transferts. Les recherches que j'ai moi-même menées, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, montrent que les acteurs sont souvent porteurs de pluralité de dispositions et que ces dispositions ne sont pas transférables en permanence dans tous les contextes. Plus les acteurs sociaux ont fréquenté des contextes sociaux hétérogènes, plus cette fréquentation a été précoce au sein de la famille, ou du fait de la diversité des contextes socialisateurs entre famille, école, crèche, nourrice, etc., plus ils sont porteurs de dispositions hétérogènes et parfois contradictoires, ce qui complique beaucoup la tâche des sociologues. Les dispositions n'agissent pas de manière permanente, mais seulement en fonction des contextes d'action qui se présentent. On n'a pas affaire alors à une actualisation systématique des mêmes dispositions, du même système de dispositions, comme disait Bourdieu, pour définir l'habitus, ou de la même formule génératrice des pratiques, comme il disait, toujours pour définir l'habitus. Mais on a un jeu beaucoup plus complexe d'activation et d'inhibition des différentes dispositions que nous avons incorporées et qui peuvent se combiner partiellement entre elles dans certaines situations ou fonctionner parfois indépendamment les unes des autres dans d'autres situations. C'est très compliqué. Dans tous les cas, si des dispositions permanentes peuvent exister, elles ne sont pas toutes de cet ordre. Alors j'en arrive à l'habitus et au champ comme cas particulier du possible. Tous ceux qui connaissent très bien le travail de Pierre Bourdieu, il doit y en avoir dans cette salle, j'imagine, peuvent se dire que depuis le début, ma formule, que j'ai fait varier au cours de la conférence, ressemble à une formule qui est connue. Voilà. Cette formule, c'est celle que vous avez à droite. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit disposition et compétences, plus contexte égale pratique, et vous avez, chez Bourdieu, la formule suivante, qu'il exprime par exemple dans un ouvrage comme La distinction, habitus et capital, plus champ égale pratique. Alors, je vais prévenir mes traductrices que pour aller plus vite, je vais résumer, pour pas qu'elles soient complètement perturbées, parce que je vais lâcher le texte
2 secondes, pour dire que, au fond, ce que je fais, c'est d'essayer de montrer que Bourdieu allait dans le bon sens, mais qu'il a restreint le problème. Bon, ça peut être très arrogant de parler de Bourdieu comme ça, en disant, bon, j'accorde à Pierre Bourdieu d'aller dans le bon sens. Bon, je m'autorise à faire ça. Bon. Donc je pense qu'il avait raison, mais en partie, il avait tort à peu près sur tout à l'intérieur. C'est-à-dire que la manière dont il définit l'habitus pose problème. La manière dont il considère que tout contexte pertinent d'action est un champ pose problème. Donc simplement, j'ouvre la formule de Bourdieu pour montrer que Bourdieu n'a fait qu'étudier une partie des cas possibles. Tous les patrimoines de disposition ne sont pas des systèmes de disposition permanents, durables et transférables. Tous les contextes d'action ne sont pas des champs. Bon. En 2 mots, sur habitus, vous avez des dispositions qui sont faibles et d'autres qui sont fortes. Bourdieu ne considérait que les dispositions extrêmement fortes. Oh. Ça dépend du temps de constitution de ces dispositions. C'est bien pour ça d'ailleurs que lui-même a remarqué que les gens qui construisaient leur culture savante plus tardivement que les autres avaient des dispositions cultivées, esthétiques, plus incertaines que ceux qui les avaient construites dès leur enfance. C'est-à-dire que les enfants de la bourgeoisie dans les pays européens apprennent la culture très tôt et donc ont des dispositions cultivées très fortes. Les autres découvrent la culture à travers l'école dans des expériences beaucoup plus tardives. Et toute leur vie, ils auront du retard. Voilà. La force des dominants, c'est toujours d'être en avance. Ça, c'est quasiment une loi. Et les avances historiques sont difficiles à rattraper. Donc les dispositions sont fortes quand elles ont été constituées fortement, elles sont faibles quand elles ont été constituées faiblement. Et nous sommes porteurs de dispositions qui sont très inégales de ce point de vue-là. Donc Bourdieu a trop présupposé la force des dispositions, il a trop présupposé la systématicité de ces dispositions, en allant même jusqu'à parler, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la formule génératrice des pratiques. Ce serait vraiment très pratique pour des chercheurs de trouver la formule génératrice de tous les comportements. Ce serait formidable. Vous étudieriez des pratiques alimentaires et vous sauriez déduire comment les personnes vont agir en matière vestimentaire ou sportive. Bon, jusque-là, personne n'a été capable de faire ça. Mais voilà, il y a un problème de définition de l'habitus. Bourdieu présuppose des transférabilités. Bourdieu présuppose des dispositions fortes. Il présuppose une systématicité. Mais il a raison, nous sommes bien constitués de dispositions. Donc on peut être d'accord avec sa démarche, la nécessité de retourner dans le passé des acteurs pour savoir qu'est-ce qui les a constitués, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec la réduction de ces patrimoines de disposition à des habitus. Et puis, les champs, un mot sur les champs. Si tous les contextes étaient des champs, ça poserait un gros problème. Les champs ont une histoire. Il y a des sociétés dans l'histoire qui sont sans champs. Les sociétés étudiées par les anthropologues
traditionnellement, comme Lévi-Strauss, sont des sociétés très peu différenciées. C'est des sociétés où il n'y a pas de champ. Par exemple, Bourdieu nous explique que le champ littéraire s'est constitué, au moins dans un pays comme la France, à la fin du XIXe siècle. Quid des pratiques littéraires avant la fin du XIXe siècle? J'ai dû appuyer quelque part. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des sociétés sans champ? Premier problème. Deuxième problème, dans une société, qu'est-ce que c'est qu'un champ? C'est des espaces en fait de pouvoir, où les gens luttent pour s'approprier, comme dit Bourdieu, du capital spécifique au champ. Ben oui, mais à ce moment-là, pas de champ dans les classes moyennes et dans les classes populaires. Les champs étudiés par Bourdieu sont des espaces dans les classes dominantes. Le champ médiatique, le champ politique, le champ philosophique, le champ scientifique, le champ religieux. Vous pouvez prendre tous les champs étudiés, ce sont des espaces du pouvoir. Donc, si nous ne travaillons pas que sur les grands acteurs, mais aussi sur des classes moyennes et des classes populaires, nous avons besoin d'autres concepts que le concept de champ. Et puis, dernier point, les mêmes individus qui vivent dans des champs, imaginez le champ juridique, vous êtes un grand avocat, vous êtes dans un champ, d'accord, ça s'appelle le champ juridique. Vous rentrez chez vous le soir, dans votre famille, vous avez quitté le champ juridique en partie. Vous êtes dans un univers qui n'est pas un champ, qui est une institution, si on veut, qui s'appelle la famille. C'est-à-dire que la même personne qui participe à des champs participe aussi à d'autres contextes sociaux qui ne sont pas des champs, qui sont des petits groupes, qui sont parfois simplement des types d'interactions. Bon. Tous les objets de Goffman, grand sociologue nord-américain, sont plutôt de cet ordre-là, les petits cadres locaux de l'interaction. Il ne s'intéressait ni aux classes sociales, ni aux champs, ni aux systèmes sociaux. C'était pas du tout son univers. J'arrête la digression, je le dis aux traductrices. Pour terminer, j'ai encore 5 minutes? Je peux? Pour terminer sur la variation aussi de nos cadrages. J'ai commencé cet exposé en disant que nous avions une dispersion des travaux. C'est lié à l'éparpillement théorique, c'est lié à l'éparpillement disciplinaire, c'est lié à l'éparpillement des sous-disciplines, des spécialités dans les disciplines, mais c'est aussi lié au fait que nous avons des intérêts de connaissance très différents. Et je voudrais terminer par ce point. Il me semble qu'il est crucial d'être lucide sur ces cadrages possibles, des faits ou des réalités sociales. Le même fait peut être considéré dans la perspective d'une théorie des champs et l'être dans la perspective d'une toute autre théorie. Dans les différents cas, on n'insiste pas exactement sur les mêmes dimensions des phénomènes et on ne tire pas sur les mêmes fils. Les discussions scientifiques peuvent alors avoir pour objectif de fixer quelle théorie permet le mieux de résoudre un type particulier de problème, mais jamais de trancher définitivement sur la question de la vraie théorie ou de la théorie la plus vraie du monde social. Alors, en disant ça, je ne souhaite pas apparaître comme quelqu'un d'extrêmement sceptique ou de relativiste. Tous les travaux ne se valent pas. Et une certaine cumulativité critique s'est développée depuis les travaux des grands fondateurs. Il y a des degrés variables de
de robustesse logique, comme on dit, de l'argumentation, de finesse de l'interprétation, de sévérité empirique, qui crée suffisamment de différence entre les travaux les plus faibles et les œuvres jugées les plus fortes, et qui résiste, je pense, un peu plus au temps. Mais on est obligé de constater que, considérés du point de vue des principes qui les guident et des objectifs qu'ils visent, les différents modèles théoriques de construction des objets peuvent difficilement être considérés comme des réponses différentes aux mêmes questions ou comme des solutions alternatives aux mêmes problèmes. Donc, je pense que les chercheurs auraient intérêt à tenir compte dans leurs discussions, notamment sur les contextes, non seulement de l'échelle d'observation du monde social. Dans les travaux des sciences sociales, vous allez de l'étude d'action ou d'interaction de courte durée à l'étude de vastes données quantitatives permettant de comparer des sociétés, des groupes ou des catégories, en passant par l'analyse de trajectoires individuelles. Et tout ça s'appelle sciences sociales. En sociologie, vous avez Goffman et vous avez des macro-sociologues. Si vous avez lu Norbert Elias et Erving Goffman, vous voyez qu'on peut appeler sociologie des choses qui sont à des échelles extrêmement différentes. Donc, tenir compte de l'échelle à laquelle on se place pour observer le monde social. Tenir compte du niveau aussi de réalité sociale auquel on entend situer l'apport de connaissances. On peut faire une observation à une échelle très micro-sociologique, mais en étant conçu pour contribuer à la connaissance de grands phénomènes macro-sociologiques ou macro... Alors je devrais arrêter d'appuyer, pardon. Pour contribuer à la connaissance de grands phénomènes macro-sociologiques. Ou au contraire, on peut être mené à faire de la micro-sociologie pour comprendre des micro-phénomènes. Bon. Il faut aussi tenir compte de l'intérêt de connaissance engagé par les chercheurs, qui fait que même quand on partage le même niveau de réalité sociale qu'on vise à étudier, les différentes théories, par exemple la théorie des champs chez Bourdieu, la théorie des mondes chez Becker et Strauss, ne regardent pas vraiment les mêmes réalités, ne s'intéressent pas aux mêmes phénomènes à l'intérieur de ces sous-systèmes. Et puis on n'a pas le même type d'objet, on ne veut pas expliquer les mêmes types d'objets. Le chercheur ne va pas mobiliser les mêmes contextes, ni les mêmes éléments du passé incorporé pour interpréter le choix d'un métier, l'interaction impromptue et hors cadre institutionnel entre deux inconnus, la pratique d'un sport ou la nature de l'œuvre littéraire d'un écrivain. Ce qui frappe l'observateur des travaux contemporains des sciences humaines et sociales, et particulièrement les travaux dits sociologiques, c'est l'extrême diversité des types d'objets étudiés. Comme je le disais, de l'examen d'interactions de courte durée ou de parcours biographiques individuels à l'analyse comparée des groupes sociaux ou des classes sociales à l'échelle d'un espace national, en passant par l'étude des pratiques ou de la sociogenèse des groupes, d'institutions ou de milieux particuliers. Donc, tout ça rajoute de l'éparpillement, de la dispersion. Mais, pour conclure en un mot, prendre conscience de toutes ces variations, et j'ai bien conscience que j'ai chargé le programme, hein. C'est très compliqué tout ça. Mais prendre conscience de toutes ces variations, c'est peut-être se donner la possibilité de maîtriser l'effet de dispersion. Et de tout faire, si on pense que c'est une bonne chose, et je crois personnellement que c'est une bonne chose, pour limiter la dispersion. Et essayer de voir
dans quelle mesure Goffman nous parle de choses, nous parle du monde social de manière intéressante, même quand on fait de la macro-sociologie. Que même quand on fait de l'analyse d'interaction extrêmement fine, on devrait pouvoir s'intéresser à l'histoire de longue durée de Fernand Braudel. Alors, tout à l'heure, Clara Royer a évoqué gentiment mon dernier ouvrage, où j'ai essayé de montrer que c'était possible, en essayant d'articuler des choses extrêmement fines, des interactions très très pointues, avec une histoire pluriséculaire et parfois même plurimillénaire. C'est très, très ambitieux, mais en m'appuyant sur des travaux réalisés, évidemment, par des collègues. Ça demande beaucoup de temps et les chercheurs ont de moins en moins de temps. Ça demande beaucoup d'ambition et au fond, toutes les administrations de la recherche dans le monde ont tendance à limiter nos ambitions, à nous occuper. Il faut qu'on soit occupé. Il faut qu'on aille chercher de l'argent pour la recherche. Qu'on fasse de la recherche vraiment, ça c'est très très secondaire. Hein. Mais nous sommes des cadres stressés. Alors il y a une formule de Nietzsche que je cite dans l'ouvrage sur l'art qui a été cité tout à l'heure. Nietzsche dit les philosophes sont des gens épuisés. Ils sont comme des poules qui pondent en permanence et les œufs sont de plus en plus petits. Voilà. Et j'ai l'impression que les chercheurs aujourd'hui sont comme les poules dont parle Nietzsche. Et comme j'ai l'ambition que nous puissions être autre chose que des poules, sans mépris pour les poules évidemment, mais je pense que nous pouvons faire mieux que ça. Et je pense que nous pouvons avoir des ambitions, mais qui supposent une prise de conscience de la variété de nos objets, de faire le point sur ces principes de dispersion et d'essayer de tout faire pour imaginer des objets et du travail, souvent collectif, plutôt qu'individuel, pour se donner des grands objets tout en continuant à faire du travail empirique parce que nous ne pouvons plus retourner à de la philosophie sociale. Pendant longtemps, les gens avaient des grands objets parce qu'ils ne travaillaient pas empiriquement. Vous pouvez traiter des grands sujets, vous donner des grands sujets de discussion. Si vous n'avez pas de problème de matériaux empiriques, vous pouvez aller très tranquillement, très loin. Comme chercheurs en sciences sociales, nous nous devons d'apporter les preuves de ce que nous avançons. Et donc, la situation est historiquement inédite. Nous ne pouvons plus retourner en arrière, nous ne pouvons plus retourner à de la philosophie sociale. Nous sommes obligés d'être des chercheurs empiriques et en même temps de ne pas abandonner toute ambition pour nos disciplines. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je m'excuse de la longueur de mon exposé. Voilà. Mě by zajímaly dvě věci. Ta první se týká problému svobody, tak jak ten problém ve francouzském myšlení třeba sformuloval Jean-Paul Sartre. Jak můžeme nahlížet z hlediska teorie praxe tento problém, a nebo je to problém pro tento přístup, řekl bych, irelevantní? Nebo je ho možné vysvětlit z hlediska vztahu praxe a kontextu? Druhá otázka se týká jednání, které má charakter invence, kreativity, inovace. Zdá se mi, že teorie praxe zdůrazňuje hodně opakování, rutinu, stereotypnost, ale určitá část lidského jednání se vyznačuje objevy, invencí, vynalezáním něčeho nového. Jakým způsobem je v rámci této teorie možné vysvětlit tento jev?
Alors, je vous remercie pour ces questions qui sont des grosses questions, des grandes questions. Et je ne sais pas si je pourrais répondre très sérieusement à ces deux questions. Pour commencer par la question de la liberté. Vous avez évoqué un auteur français qui est effectivement central sur ces questions-là de liberté, c'est Jean-Paul Sartre. Alors, on peut dire que toute l'œuvre de Pierre Bourdieu, par exemple, a été construite contre Sartre. C'est pas un secret. Pierre Bourdieu arrive après Sartre, il est très admiratif de Sartre, et en même temps, évidemment, il est en radical désaccord avec Sartre. Particulièrement sur la question de la liberté. J'aime bien la réponse sur cette question-là de Peter Berger, qui est un sociologue. Peter Berger dit, au fond, la notion de liberté, quand elle s'oppose à la notion de déterminisme, elle n'a strictement aucune utilité dans les sciences sociales. Voilà. Les sciences sociales, par définition, essayent de comprendre pourquoi ça s'est passé. Pourquoi ça se passe comme ça se passe. Pourquoi les gens font ce qu'ils font, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ils font ce qu'ils font, ils pensent ce qu'ils pensent, etc. Pour ça, on est obligé de chercher des éléments dans le contexte, dans le passé des acteurs, etc., pour comprendre au croisement de quelles contraintes les gens font ce qu'ils font. Le projet même d'expliquer ce que font les gens fait tomber la notion de liberté, dans le sens d'une liberté opposée au déterminisme. Évidemment que tout le monde sera d'accord pour dire qu'au sens politique, la liberté a un sens. Si on m'emprisonne, je sais ce que c'est que la liberté. Si je suis sous un régime dictatorial, je sais ce que c'est que la privation de liberté. Bon. Si je suis en France, je suis écrivain sous l'occupation, je sais que je ne peux pas écrire une ligne sans passer par la censure de Vichy, et donc je sais que j'ai moins de liberté qu'avant. Bon. Donc dans le sens politique, la notion de liberté a un sens. Ce qui pose plus problème, c'est la notion de liberté comme explication finalement ultime des comportements. Quand certains philosophes utilisent le concept de liberté, c'est pour dire qu'au fond, nos actes ne sont pas déterminés. Si nos actes ne sont pas déterminés, alors nous pouvons plier bagages, comme on dit, on n'a plus rien à dire. Nous, tout notre travail, c'est d'expliquer pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et j'ai été tellement travaillé par ces questions-là que j'ai travaillé beaucoup sur des objets atypiques. Par exemple, et ça, on glisse progressivement sur la deuxième question. Les sociologues avaient travaillé sur la reproduction sociale par l'école. Encore Bourdieu et Passeron dans les années 70. Ils montrent qu'il y a un phénomène d'héritage culturel et que si l'on réussit scolairement, c'est parce qu'on a des parents qui ont du capital culturel. Bon. Insistance sur la répétition. Insistance sur ce qui se reproduit. Mais il existe des cas, et c'était le cas de Pierre Bourdieu, de gens qui viennent d'un milieu très populaire, très défavorisé, et qui réussissent scolairement et professionnellement. Alors, est-ce que ces cas-là échappent à la sociologie? Moi, j'ai pris ces objets-là. J'ai travaillé sur les réussites scolaires improbables des enfants de milieu populaire. Et c'est en allant chercher dans les particularités de la famille, c'est-à-dire en restant dans le monde social, dans les déterminismes du monde social, que je peux comprendre pourquoi ils échappent à la règle, pourquoi ils sont des exceptions. Ce ne sont pas des génies ou des gens qui ont été frappés par l'étincelle divine ou je ne sais quoi.
Des gens qui croient en la génétique pourraient dire ils sont doués. Mais même les biologistes nous disent que non, on n'explique pas une réussite scolaire par des gènes. Donc il faut écouter les biologistes. Ce sont des alliés des sociologues, je pense. Même les cas exceptionnels, même les cas atypiques, statistiquement, s'expliquent encore par des processus sociaux, simplement qu'il faut regarder de plus près les réalités sociales pour les voir, pour les éclairer. Alors, pour répondre complètement à votre deuxième question sur la créativité, sur la création ou l'innovation, il se trouve que j'ai travaillé là aussi sur un cas qui est proche, puisque j'ai travaillé sur Kafka et son œuvre. Pourquoi j'ai formulé la question que je me posais en disant pourquoi Kafka écrit ce qu'il écrit comme il l'écrit. Bon. Pourquoi il parle de ce qu'il parle dans ses nouvelles ou ses romans qui n'ont pas été achevés, et pourquoi il l'écrit de la manière dont il l'écrit. Parce que c'est de la littérature et que la manière est aussi importante que le thème ou le contenu. Eh bien, c'est en travaillant de près sur la biographie de Kafka, sur ce qu'il avait lu, sur ce qu'il avait vécu, que j'ai compris qu'est-ce qu'il était en train de faire comme créateur dans l'univers littéraire. Si on le compare à d'autres auteurs de l'époque, on voit que c'est très différent. C'est très créatif. Mais ce n'est pas un surgissement, là aussi, aléatoire ou lié à un génie. Si je dis Kafka est un génie, j'ai terminé mon travail de chercheur en sciences sociales, parce qu'il avait ce génie à la naissance, et puis voilà, il s'est développé. En revanche, ce que l'on voit, c'est quelque chose d'ailleurs que Sartre dit à propos de Flaubert, c'est qu'un écrivain peut faire de sa vie quelque chose d'inventif à partir du moment où il se met à l'écrire. C'est-à-dire que Kafka affronte sa situation et essaye de la transformer en l'écrivant. Mais tout le processus qui l'amène à écrire, et à écrire beaucoup sur les problèmes qu'il rencontrait dans sa vie, notamment son sentiment de culpabilité énorme qui le caractérise en permanence dans toutes ses œuvres, il disait lui-même que c'était une manière pour lui de mieux se connaître, de mieux connaître le monde et de se libérer d'un certain nombre de tensions. Donc, on comprend que l'acte littéraire est un acte effectivement créatif, mais qui suit des logiques sociales. Il s'appuie évidemment sur des auteurs qui existent déjà. Il s'appuie sur son expérience personnelle en tant que juif assimilé, en tant que germanophone, maîtrisant mal le tchèque, mais admiratif de la littérature tchèque, etc. Il faut arriver à comprendre l'univers mental de Kafka pour comprendre quel type de solution il apporte en littérature à tous les problèmes littéraires et non littéraires qu'il essaye de résoudre. Donc, il y a créativité, il y a innovation, mais ça ne signifie pas que ces créations, ces créativités soient non déterminées socialement. Et j'ai mis en œuvre le schéma dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui m'a guidé en permanence. Comprendre comment Kafka s'était construit dans cet empire austro-hongrois, dans une famille de juifs assimilés, arrivant à Prague, le père très pauvre, etc., etc. Comment lui, première génération d'intellectuels, de créateurs, etc.,
faisant des études de droit pour faire plaisir à son père, ne voulant pas reprendre le commerce familial, comment il va vers la littérature, tout en travaillant dans une compagnie d'assurance, comme vous devez le savoir. Comment toutes ces contraintes l'amènent à écrire ce qu'il écrit comme il l'écrit. Je ne vous apprendrai pas que quand il parle du procès, quand il écrit le verdict, il parle le langage juridique. Kafka a un doctorat en droit. C'est quelqu'un qui écrit souvent comme un juriste. Il a même des petites nouvelles où il réduit les personnages à A, B et C. Quand on connaît l'écriture juridique, on sait que les cas juridiques effacent souvent les noms des personnages. Parce que ce sont des cas épurés qui posent problème juridiquement. Et Kafka écrivait aussi avec ces modèles juridiques. Bon, c'est un exemple que je vous donne. Mais donc, il n'a pas tout inventé. Ce qui fait sa spécificité, c'est l'alliage de choses qui sont intervenues dans son histoire. Et il fait ce que Sartre disait que Flaubert faisait. C'est-à-dire, au lieu de subir son passé, il en fait quelque chose en étant actif, en produisant quelque chose, alors qu'il était déterminé par ce passé. Zajímalo by mě, jak se to vaše teoretické schéma, nebo ten teoretický aparát, který v podstatě nabízíte, vymezuje vůči ostatním konkurenčním, řekněme, pokusům o syntézu toho konstitutivního dualismu v sociálních vědách, struktury a jednání, jako třeba pokusy slavné teorie strukturace Antonio Giddence nebo Margaret Archer a její teorie morfogeneze, a nebo celý projekt Jeffreyho Alexandra kulturní sociologie. Jenom by mě zajímalo, jak se k tomuto proudu, řekněme, stavíte. Děkuji. Alors ce serait trop long de répondre sur tous les auteurs, parce que c'est compliqué et imprudent oralement. Mais dans l'ouvrage Monde pluriel, j'essaye de montrer comment les choses se conjuguent. C'est-à-dire que, par exemple, je ne pratique pas du tout un interactionnisme à la manière de Goffman. Mais je suis assez admiratif de ce qu'a fait Goffman. Je trouve qu'il a fait quelque chose d'assez intéressant. Mais plutôt que de critiquer Goffman et de dire c'est pas du tout ce qu'il faut faire, je dis simplement que il aurait pu, et on pourrait aujourd'hui rajouter des choses qu'il a oubliées, qu'il a volontairement oubliées. Par exemple, comprendre des logiques d'interaction, comme il essaye de le faire, c'est-à-dire des gens qui sont dans la même scène et qui interagissent ensemble. Alors voilà le concept de Goffman, l'ordre de l'interaction, et il s'intéresse à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet ordre. Bon. Mais pourquoi ne pas se dire que les gens qui sont à l'intérieur de la scène ont une histoire? Pourquoi ne pas faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire observer des gens dans cette scène, décrire très précisément ce qu'ils font, essayer de dégager des règles de leur interaction, mais en se demandant aussi, mais d'où viennent ces acteurs? Et on sort de la scène et on va faire des entretiens avec les interactants, ce que n'a jamais fait Goffman. On pourrait prendre des auteurs comme Luhmann, par exemple, qui est très peu traduit en France. Il faut dire qu'il a 70 livres, hein, donc on n'est pas au bout de notre travail de traduction. Mais Luhmann a une théorie des systèmes sociaux, très intéressante, très proche, au fond, de la théorie des champs de Bourdieu. Il a le même type de questions que Bourdieu, avec sa théorie des champs. Mais absence totale d'une théorie de l'acteur chez Luhmann. Il dit les acteurs, non. On sent bien que ce n'est pas possible pour lui. Il pense des systèmes.
Et pourquoi ne pas incorporer la question des acteurs et des dispositions qu'ils mettent à l'œuvre dans les systèmes en question pour comprendre comment le système fonctionne? Ça n'enlève rien à Luhmann, ça rajoute, et c'est un peu plus complexe. Donc à chaque fois, ce n'est pas par volonté d'écuménisme, hein, je suis plutôt polémique en général. C'est pour ça que les gens ont été étonnés avec cet ouvrage, parce que j'en appelle plutôt à ce que les chercheurs se coordonnent et arrêtent de s'opposer des choses. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont interactionnistes et qui disent « Oh, Bourdieu, c'est pas intéressant ». Bon. Et puis il y a des gens qui sont proches de Bourdieu et qui disent « L'interactionnisme, ça n'a aucun intérêt ». À ce régime-là, je pense qu'on ne peut pas progresser scientifiquement. Donc, ce n'est pas par esprit d'éclectisme ou par volonté d'écuménisme, mais pour progresser collectivement, que je pense que nous pouvons articuler ces traditions différentes. Donc voilà ce que je peux dire de manière générale. C'est qu'il faut, pour des auteurs qui ont travaillé très sérieusement avec des données empiriques, etc., ce qui n'est pas le cas de Luhmann, hein, là je suis très généreux avec lui parce que c'est plus un philosophe social qu'un sociologue. Bon. Mais quand on travaille déjà dans l'univers des sciences sociales, si on s'appuie sur des travaux empiriques, théoriquement construits, on peut chercher à les allier, à les synthétiser. Quand j'ai travaillé sur Kafka, je me suis rendu compte que je lisais des textes sur l'enfance de Kafka qui étaient le fait soit d'historiens psychanalytiques, un peu, qui se référaient à des traditions psychanalytiques, soit des psychanalystes. C'est-à-dire, dès que c'est l'enfance, c'est les psychologues. Parce que les acteurs économiques et les acteurs sociaux n'ont pas d'enfance, c'est bien connu. C'est ahurissant, en fait. C'est-à-dire que la dispersion des disciplines fait qu'on laisse aux psychanalystes et aux psychologues en disant ça, c'est pas pour les sociologues, c'est pas pour les économistes, c'est pas pour les politistes, et on laisse à d'autres le soin de travailler sur des choses qui sont fondamentales pour comprendre ce que c'est qu'une action économique ou une pratique sociale. Les gens agissent en fonction d'un passé incorporé qui vient aussi de leur enfance. Leur système de préférence, elle a commencé dans leur famille, etc. Donc, si vous laissez aux psychanalystes le travail, vous perdez une partie de des principes explicatifs de vos objets. Donc, vous voyez, j'essaye de redonner de la liberté aux chercheurs, au fond. De dire, arrêtez de penser que quand on vous dit ça c'est pour les psychanalystes, les gens ont raison. Non, je pense qu'ils ont tort. Mais que c'est une bonne manière de gérer les problèmes de territoire disciplinaire. Non. Je pense qu'un très bon sociologue, il a intérêt à lire de la psychanalyse, à lire des historiens. Tout à l'heure, ça a été rappelé sur mon travail sur l'échec scolaire à l'école primaire. J'ai été obligé de remonter très très loin parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Aujourd'hui, il y a de la grammaire à l'école primaire. Pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que la grammaire, il faut remonter à ceux qui l'ont inventée, qui ont conquis ce savoir très particulier sur la langue, et ça s'est fait notamment en Grèce ancienne. Donc je me suis mis à lire des historiens de la linguistique ou des historiens de la pensée grecque, etc., sur ces questions d'invention de la grammaire. Et là, je comprenais beaucoup mieux ce qu'on fait aujourd'hui dans les salles de classe à l'école primaire en France ou ailleurs. Donc vous voyez, a priori, quand vous faites un sujet de thèse, les gens vous disent vous êtes sociologue de l'éducation, vous n'allez pas lire des historiens de la pensée grecque. Ça n'a pas de sens. C'est une folie.
Bon, de ce point de vue-là, j'ai été très fou depuis le début. Voilà. Mais je crois que c'est une folie qui est scientifiquement raisonnable. J'ai beaucoup aimé en fait l'aspect progressif de votre argument, donc c'est-à-dire les formules qui changent et qui évoluent vers l'avant en fait, qui avancent. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'inspire ma question, à savoir, vous avez commencé votre exposé en parlant de l'éparpillement justement des sciences sociales et finalement même l'éparpillement au sein de la sociologie même. Et en même temps, si j'ai bien compris, vous avez donné l'exemple de la théorie de l'action justement comme un exemple de cet éparpillement. Mais quelque part, et c'est la progressivité de votre argument qui le montre également, finalement, vous avez présenté des réponses à la même question. Donc, finalement, c'était toujours la même question qui a été posée. Et en ce sens, vos réponses sont des réponses à la même question posée. Et finalement, ces auteurs, et même avec vous-même, communiquent finalement très bien en fait, au sein de cette même question. Et donc, quelque part, la vraie fragmentation de la sociologie, vous en avez parlé seulement à la fin de votre exposé, en parlant des différents intérêts des chercheurs et finalement de la différence et de la variation des objets scientifiques. Et je trouve que c'est une chose importante parce que les objets scientifiques ne sont pas des objets naturels et donc c'est quelque chose aussi qu'on constitue et qu'on gagne. Et d'ailleurs, si on était bourdieusien, on dirait c'est là le moment de la rupture avec la sociologie spontanée. Et maintenant, ma question, et je finis là-dessus, c'est finalement, mais pourquoi inciter alors à la limitation de la dispersion? Est-ce que cette dispersion des objets scientifiques qu'on construit laborieusement, finalement, n'est pas plutôt une richesse, épistémologiquement parlant, plus qu'un défaut du champ des sciences sociales? Merci. Alors déjà, pour revenir sur le premier point, vous dites ils répondent tous à la même question, mais ils n'en sont pas toujours tous convaincus. Et c'est moi qui les mets sur le même plan. Je pense qu'il faut penser large et se dire qu'au fond, les gens veulent répondre à la question pourquoi les hommes pensent ce qu'ils pensent, font ce qu'ils font, etc. Au fond, c'est ce que font. J'ai repris toutes mes lectures d'historiens, d'anthropologues, etc. Je me dis, j'ai fait l'effort sur chaque livre de me dire à quoi il veut répondre comme question. Et c'est des questions aussi larges que ça, effectivement. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça en matière religieuse, en matière politique, en matière... Bon, donc on a évidemment un commun. Simplement qu'on ne les perçoit plus. On ne les perçoit plus. Je pense que les étudiants aujourd'hui sont perdus, très concrètement, dans l'éventail de travaux possibles. D'une certaine façon, l'hyperspécialisation est très rassurante aussi pour les étudiants. Parce que vous pouvez vous dire quand vous faites une thèse que si vous avez lu tous les travaux de sociologie de l'école, voilà, vous pouvez même lire tout ce qui s'est fait à l'étranger sur le domaine, etc. Et c'est balisé. Bon. Par contre, si on commence à vous dire ce que je vous ai dit, que peut-être qu'une partie de la solution à votre problème d'éducation se retrouve chez des historiens de la religion du XVIIe siècle, là, les gens vont dire bah oui, mais comment je vais faire Bon, donc c'est très compliqué. Je pense qu'il faut répéter ce que nous avons en commun pour que ce soit vu et su par les nouvelles générations de chercheurs, etc., qui ne voient, eux, que l'éparpillement des choses. Sur le deuxième point, oui, c'est une richesse, les intérêts de connaissance très, très différents. Je pense que nous faisons de la science sociale, mais d'ailleurs c'est valable aussi pour les sciences dites dures, avec des désirs particuliers. C'est lié à nos parcours, à nos sensibilités. On ne s'intéresse pas aux mêmes aspects des choses, aux mêmes particularités. On ne regarde pas sous le même angle. Bon. Par exemple, il y a une très bonne biographie de Goffman qui montre qu'il a été formé au montage cinématographique. C'est absolument pas étonnant. Il a fait de la sociologie en cinéaste. On voit bien que ce qui l'intéresse, c'est des scènes.
Et il a un œil de réalisateur de cinéma. Donc on voit bien que ce qui l'intéresse, ce qui l'attire, c'est des choses qui sont liées aussi à ce qui l'a intéressé dans son parcours, la littérature qui traite de scène. Il lisait Proust, il lisait des auteurs, des romanciers qui mettent en scène en permanence des interactions entre les personnages du roman. Et il a fait cette formation de réalisateur. Et c'est comme ça qu'il a fait de la sociologie. Donc, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Mais il y a différentes manières après de faire avec cette sensibilité. Moi, ce que j'apprécie chez Goffman, c'est que il disait « Je ne prétends pas tout comprendre. Voilà. Je m'intéresse à une partie extrêmement secondaire des phénomènes sociaux. » Il dit ça, par exemple, dans Frame Analysis, hein, les cadres de l'expérience. Il disait, moi, j'étudie des gens, à un moment donné, qui vivent une expérience dans des interactions, dans des situations. Ne me demandez pas ce que c'est qu'une classe sociale ou quel effet ça a sur la transformation des classes ou des mouvements sociaux. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. C'est pas à ma portée. C'est pas mes objets. Bon, je trouve ça très très bien. Voilà. Et surtout, il disait, contrairement à beaucoup d'interactionnistes après lui, et même avant lui, ou pendant qu'il faisait son travail, il disait, ne croyez pas pouvoir comprendre un jour des macro-structures uniquement en étudiant des interactions. Alors, Randall Collins, qui est son successeur d'une certaine façon, commet exactement cette erreur. Enfin, de mon point de vue, c'est une erreur. Et du point de vue de Goffman, c'est une erreur. De penser qu'on peut, en étudiant des micro-situations, comprendre des macro-structures, non, c'est pas les mêmes objets, il ne faut pas s'y prendre de la même façon pour arriver à construire des objets plus grands que ça. Il faut des mises en série de données, il faut des grandes enquêtes statistiques, il faut des comparaisons historiques, il faut des comparaisons anthropologiques si on veut, mais on peut pas se baser uniquement sur des observations de situations localisées. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Goffman aurait pu intégrer à cette manière de faire des problèmes qui étaient traités par d'autres, par des macrosociologues ou par des gens qui travaillaient sur les organisations, les institutions. Je prends en exemple dans Monde Pluriel le cas de Sikourel. Aaron Sikourel est un sociologue d'abord de l'éducation puis de la santé aux États-Unis qui venait de ce qu'on appelle l'ethnométhodologie. Bon, c'est un peu barbare, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Sikourel a quitté l'ethnométhodologie qui travaillait sur des micro-situations comme ça pour dire « mais je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans les interactions si je ne resitue pas l'interaction dans des organisations. » Par exemple, l'organisation scolaire ou dans l'organisation de l'hôpital, parce qu'il a travaillé sur des interactions entre patients et médecins ou entre médecins, anesthésistes, infirmières, etc. Bon. Sikourel rajoute quelque chose à la tradition ethnométhodologique ou interactionniste. Et je pense que, je pense qu'il a raison de le faire. Et que il y a une diversité d'intérêts de connaissances, mais peut-être que les gens, soit, première chose, devraient être modestes et dire « je n'étudie qu'une partie de cette réalité sociale », ce que faisait Goffman, alors que beaucoup de gens étudient une petite chose et disent « j'ai une théorie générale du monde social », c'est ce qu'il y a de plus fréquent aujourd'hui dans les champs scientifiques. Les gens prétendent tout comprendre, tout expliquer à partir de leur théorie. Alors, ça pose un problème. Donc avoir la modestie de Goffman, c'est le minimum, je pense, dans ce métier-là.
La deuxième étape, c'est que je pense que Goffman, on peut faire mieux que Goffman. Voilà. Sicurel fait un peu mieux que Goffman sur certains objets. Et c'est pas pour les classer absolument, les juger. J'ai une grande admiration, encore une fois, pour ce que fait Goffman, mais je pense qu'on peut complexifier des objets. On peut habituer à coordonner des choses qui sont séparées et étudiées par des chercheurs très différents. C'est ce qu'a fait Bourdieu en alliant des apports de Max Weber, de Marx et de Durkheim. Toute la base de la reproduction, l'ouvrage La reproduction, c'est comment allier la pensée de la cohésion sociale, qu'est-ce qui fait tenir une société, qui est la question durkheimienne, qu'est-ce qui fait la légitimité des pouvoirs, qui est la question de Weber, et qu'est-ce qui fait qu'il y a lutte et intérêts divergents entre des gens qui ont des intérêts divergents, pardon, qui est la question de Marx. On peut allier les trois de manière non éclectique. Aujourd'hui, les gens sont habitués à faire ça, à allier Weber, Durkheim et Bourdieu et Marx, parce que Bourdieu en a donné l'habitude. Bon, je pense qu'il faut continuer ce processus d'intégration d'un certain nombre de perspectives qui ont souvent été séparées dans un premier temps. Dans les années 1970 en France, si vous disiez que vous étiez durkheimien, on vous traitait de bourgeois chez les marxistes. Voilà. Donc c'était très très dur. Je pense que c'est pas comme ça qu'on progresse scientifiquement. Merci à vous d'être venu. Bonne soirée et à bientôt au CEFRES.